par rapport à votre monnaie et qu'en réalité, elles vont encourager les importations. Donc, il y a une relation très bien, très déterminée, en fait, à partir de ce qu'on appelle l'approche monétaire de la balance des paiements, qui met en relation entre les actifs, les avoirs extérieurs et le solde de la balance commerciale. Lorsque, en fait, lorsqu'on importe dans un pays, quand on importe, donc ça importer, ça veut dire que quand on achète de l'extérieur, on paye avec la monnaie extérieure. Donc, on fait sortir des réserves, de la monnaie, des devises. Et quand on exporte, on nous paye. Et ce qu'on nous paye, en réalité, comment dirais-je encore, on vend notre monnaie. Donc, quand la monnaie est trop chère, comme ce qu'on a ici, et cette situation s'est déjà présentée pour faire un peu l'histoire, parce que pour moi, cette question monétaire est une question qui est éminemment économique, mais qui est aussi éminemment historique. On revient quand même sur presque 50 ans après, ou 30 ans après, sur des débats où, si on interroge l'histoire, on voit que ce sont des débats qui avaient eu lieu. À un moment donné, il y a eu, j'ai parlé du général Eyadema, qui s'est entretenu avec Pompidou, et qui lui a dit, lors de cet entretien, qui lui a très bien signifié pour lui dire que cette parité fixe, c'est-à-dire le fait que le prix du franc CFA par rapport au franc français soit de niveau fixe, n'est pas quelque chose qui permet au pays de la zone franc de se développer. Et il fallait corriger, il invitait Pompidou à ce que cette situation-là soit corrigée, ou bien à ce que cette situation-là, il invitait même respectueusement quand même pour un général qui a fait un coup d'État et qui a éliminé Silvio Olympius, qui était connu comme étant quand même l'un des premiers présidents anti-franc CFA. Il voulait vraiment sortir de la zone franc. Il invitait juste Pompidou à ce que quand même qu'il y ait des études sérieuses pour montrer, qui vont vraiment montrer que cette parité fixe entrave la compétitivité des pays de la zone franc. Et Pompidou va lui donner comme une réponse qui est très simple. Il lui dit, en fait, ce que vous avez gagné en indépendance, la contrepartie, c'est que vous devez le perdre en termes de souveraineté monétaire, notamment au niveau de la convertibilité. Pour le dire qu'en fait, oui, vous avez l'indépendance, mais cette indépendance, le prix à payer, c'est quand même que votre monnaie soit convertible, que votre monnaie puisse être garantie par la France. Sans cette garantie monétaire, en fait, justement, vous avez juste un bout de papier. Il le dit comme ça, en fait, que votre monnaie n'est rien sans la France. Ça n'avait rien de diplomatique. Ce que Eyadema voulait faire, c'est qu'à un moment donné, son pays, le Togo, n'avait pas commencé à exploiter le phosphate. Donc, c'était un pays qui ne pouvait, dans une certaine mesure, qui ne pouvait pas vendre de matières premières. Et son voisin, le Ghana, connaissait pas mal de problèmes avec une monnaie, le shilling, qui avait des problèmes, qui s'était déprécié. Alors, ce que Eyadema veut chercher, c'est de parasiter les importations, c'est de faire de sorte que le commerçant ghanéen puisse acheter au Togo. Mais à ce niveau de la situation-là, la monnaie, en fait, le franc CFA était une monnaie qui était très forte, qui faisait que donc les Ghanéens, le commerçant ghanéen, ne pouvait pas acheter chez son voisin parce que justement, ça lui coûtait énormément cher d'acheter à ce niveau. Donc, si on était dans une situation où on était dans une sorte de parité fixe, il n'y aurait pas de problème. En fait, le gouvernement ou la Banque centrale allait décider de déprécier la monnaie, en fait, ou de dévaluer la monnaie, et ensuite de faire de telle sorte que, en fait, les importations, ou bien que les commerçants togolais vont pouvoir vendre de façon compétitive aux Ghanéens, en fait. Donc, Ghana va exporter du Togo et le Togo va importer du Togo et le Togo exporter vers le Ghana. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et
c'est une idée qui n'avait pas abouti parce que justement, il y avait quand même cette résistance, française. Aujourd'hui, c'est justement ce que l'on reproche à cette monnaie. C'est une monnaie qui est alignée à l'euro et qui a alors de multiples défauts. Donc, face à la transition démographique au niveau du développement économique de ces pays-là, donc la stabilité monétaire, le faible taux d'inflation, l'absence de risque de change, en fait, sont des éléments qui n'ont jamais aidé au développement d'un pays. Et justement, c'est ce qu'on a dans cette zone. Stabilité monétaire, faible taux d'inflation, absence de risque de change. Il n'y a pas de risque de change. Donc, les pays de la zone, alors, qui connaissent des croissances par habitant, des PIB par habitant qui sont fortement médiocres, font face à une monnaie qui est trop forte et qui ne répond pas aux besoins de ces pays-là, qui doivent, dans une certaine mesure, s'aligner aux politiques d'austérité pratiquées dans la zone euro. Ça, c'est un peu l'élément qui est lié à la parité fixe. Donc, qui fait que donc, la relation, si l'économie européenne, puisque la monnaie européenne est liée dans une parité flottante. Donc, ce n'est pas fixe. Le prix n'est pas fixe. Okay? Donc, quand on dit parité fixe, c'est comme si quand on disait prix fixe. Donc, vous allez à Auchan, le prix qui est affiché est fixe, en fait. Donc, le prix du lait, c'est voilà, donc c'est 1000 francs, c'est 1000 francs, ça ne change pas. Par contre, si vous allez au marché, donc je prends un exemple, au marché du poisson, le prix que vous allez avoir le matin ne dépend pas, serait différent du prix que vous avez l'après-midi et du prix que vous avez le soir. Tout dépend de la rencontre entre l'offre et la demande. Ici, dans le régime flottant, c'est la même chose. Donc, si la monnaie est demandée, en fait, son prix augmente. Et pourquoi on va demander la monnaie? C'est pour les exportations, en fait. Donc, quand vous exportez, votre monnaie est demandée. Et donc, l'inverse, l'importation fait augmenter l'offre, n'est-ce pas? Donc, c'est cette relation-là qu'il y a sur le marché des changes, mais sur le marché de la monnaie, entre l'offre et la demande. Donc, ce qui se passe ici avec les pays africains, c'est que dans une situation de parité fixe, en fait, les relations qu'on peut avoir avec les autres pays est une relation qui dépend de la situation entre l'Europe et ces pays-là. Lorsque la situation européenne, ou bien lorsque la politique de la Banque centrale européenne met en phase des politiques qui compromettent, ou bien lorsque les États européens mettent en phase des politiques qui compromettent leur économie par rapport à l'économie américaine, de facto, les pays africains vont subir les conséquences de cette politique inadéquate européenne. L'inverse aussi, c'est vrai. Voyez-vous, donc, les pays africains sont dans une relation d'inféodation, en fait, par rapport à la relation qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on subit les conséquences de la dépréciation de l'euro par rapport au dollar, de facto, rapidement. Donc, c'est une monnaie qui ne répond pas aux besoins de ces pays-là, donc qui est alignée donc, sur l'austérité pratiquée dans la zone euro. C'est une monnaie très forte qui nuit aux exportations africaines, donc je l'ai souligné, et encourage les importations des produits manufacturiers et agricoles étrangers. Je vous recommande un article très important de Nobukpo, en fait, sur le franc CFA et l'émergence. Je pense que c'est un article qui date des années 2010-2015. En tout cas, c'était l'époque où les plans d'émergence en Afrique de l'Ouest étaient assez en vogue. Chacun en avait, en fait. Et dans cet article, il soulignait le fait que le franc CFA est une monnaie qui participe au creusement des inégalités. C'est une monnaie qui favorise la classe moyenne africaine, qui non seulement va quand même se contenter d'importer des biens manufacturiers tels que en fait, les voitures, tels que quand même les machines, et ainsi de suite, donc de creuser la balance commerciale, en fait, en tant que tel, en termes d'importation de biens manufacturiers, en fait, et aussi de pouvoir faire le placement à l'étranger, en fait. Parce que quand il y a une parité fixe,
Ce qui fait que donc, c'est ce qui se passe dans la situation de la zone franc et de la zone euro à cause de la parité fixe. Il y a non seulement, il n'y a pas de risque de change, c'est-à-dire il n'y a pas possibilité, quelqu'un qui a un investisseur qui a des francs français, qui a un franc CFA, ne craint pas aujourd'hui de dire que donc, attends, si je ne garde pas ces francs CFA aujourd'hui, je peux garder ces francs CFA en fait jusqu'à demain parce que c'est sûr que la valeur de cette monnaie est égale et identique, sera identique à sa valeur le lendemain. Donc, il n'y a pas possibilité quand même de risque de change, ce qui fait que donc les capitaux vont préférer quitter la zone franc et aller en zone étrangère, aller investir dans la zone dans la zone euro en fait, parce que justement c'est une zone à cause de cette parité fixe qui non seulement annule les risques d'échange, en même temps nous sommes dans une situation de liberté, de libre circulation des capitaux en fait, dans ces deux zones là en fait. Donc les capitaux circulent librement, mais les capitaux circulent plus dans le sens de l'Afrique, des pays africains vers l'euro. Et ça, en réalité, ça plombe les investissements. Parce que pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait des capitaux sur place. Mais il se trouve que, à cause de cette parité fixe-là, les capitaux ne sont jamais au rendez-vous, en fait. Donc, on ne peut pas, dans une certaine mesure, ne pas parler aussi de cette accumulation de ces réserves de change, en fait. Ça, on aurait pu en parler à un moment donné, puisque c'est aussi un des éléments, un des éléments de preuve qui ont servi quand même à l'accusation de cette monnaie, c'est ce fameux compte d'opération, en fait, qui obligeait jusqu'en 1973 les pays africains à garder la totalité de leurs réserves dans le trésor, au niveau du trésor français. C'est-à-dire, quand les pays africains, en fait, exportaient des biens, le chiffre d'affaires de ces exportations-là était totalement à 100% mis dans les comptes de réserve, dans un compte au niveau du trésor français. Et maintenant, alors pour utiliser ces réserves de change, comme je l'ai dit, pour utiliser ces devises, en fait, d'acheter par exemple des matières, de la technologie, pour acheter du capital, et ainsi de suite, il fallait d'abord demander au trésor français. Donc, cela est un peu lié par cette question donc, de la convertibilité, pas cette question de la stabilité monétaire, en fait, parce que ça faisait partie un peu de ces accords-là. L'idée, c'est de dire, l'idée du Trésor français était de dire que, en fait, je vous garantis votre monnaie à condition que vos réserves soient déposées au niveau du Trésor français. Donc, parce que la question, c'était pourquoi cette question, en fait, pour faire très simple, à chaque fois, si vous n'avez pas de réserve, par exemple, si vous n'avez pas de dollars, si vous n'avez pas assez de dollars, vous ne pouvez pas acheter, par exemple, vous ne pouvez pas acheter des biens qui viennent des États-Unis. Donc, la question des réserves, c'est ça, en fait. C'est aussi bien pour faire face aux opérations d'exportation et d'importation. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, il fallait tenir à ce que ces réserves soient déposées auprès de la Banque centrale, mais seulement que c'était à 100%. Donc, il a fallu effectivement que, pour la petite anecdote, que lors de ce petit pic-là entre Pompidou et Eyadema, dans les années 70, pour que justement, en 73, que cette compte d'opération-là soit réduit à 65%. Aujourd'hui, c'est à 50%. Donc, ces 50% nous disent la chose suivante, c'est que, en fait, pour que, une fois que vous ne serez plus capable, c'est ça, en fait, en réalité, une fois que vous ne serez plus capable de payer, de faire face à vos opérations extérieures, la banque française, le trésor français, derrière, on a vu la relation qu'il y a avec l'Union européenne, sera chargé de vous donner des devises.
En fait, c'est ça le deal. Mais dans l'histoire, en fait, depuis la dévaluation de 94, en fait, cette compte d'opération n'est pratiquement pas utilisée d'une certaine manière. En fait, ce qui conduit la plupart de des économistes à dire en réalité que c'est un compte en fait qui ne sert pas aux Africains et que ces réserves-là peuvent être utilisées à d'autres fins. En fait, pour non seulement acheter comme je l'ai dit, du capital, investir dans des milieux productifs, ainsi de suite, même si aujourd'hui on le dit très bien que ce sont des réserves qui ne signifient pas grand-chose au niveau du trésor français, mais quand même 50% quand même, c'est relatif, c'est trop en matière donc en matière de compromission qu'il y a entre, en matière même, je peux dire, de paradoxe entre l'indépendance de la Banque centrale, de la BCEAO et de la BEAC par rapport aux États et l'inféodation de c'est-à-dire depuis 2010, la Banque centrale, les deux banques centrales sont indépendantes par rapport aux États de ces différentes zones, mais paradoxalement, ces deux banques centrales sont toujours inféodées à travers cette compte d'opération au trésor français. Donc, l'accumulation de ces réserves de change freine drastiquement la distribution de crédit à l'économie. Et cela bloque l'investissement, comme je l'ai expliqué, et je reviendrai aux besoins si vraiment dans les réponses questions, je suis interpellé là-dessus. Les crédits aux populations pauvres ne représentent que 10% en fait de ces crédits. Alors, on ne peut pas fondamentalement dire que tout ce problème-là est attribué radicalement à la monnaie. On reviendra là-dessus, mais quand même, elle y contribue de manière significative, en fait. Donc, si je peux très bien revenir sur la plupart des arguments que j'ai présentés, nous dirons que la monnaie, cette monnaie-là, le franc CFA, est coupable de complicité historique dans la colonisation, mais aussi est coupable d'une certaine dépendance des économies africaines vis-à-vis de la France. C'est une monnaie qui est coupable d'extraversion, autrement dit, d'une économie qui est essentiellement tournée vers l'extérieur. Donc, d'une économie dont la croissance ne se répercute pas sur le bien-être des populations, parce que c'est une croissance qui est produite par des capitaux qui, avec le système de parité fixe, permettent ou bien leur autorisent ou bien leur facilitent le rapatriement de ces capitaux-là vers la zone euro. Donc, c'est une monnaie dont la gestion qui est coupable en fait d'une gestion monétaire qui est inadaptée, parce qu'une gestion qui est essentiellement tournée vers l'inflation à un niveau de 2% qui est comparable, parce que là aussi, je ne veux pas revenir sur ça, mais les économistes connaissent très bien ce qu'on appelle le triangle d'incompatibilité qui pousse en réalité le fait que, donc, étant donné que c'est une zone qui est arrimée à l'euro, donc il faudrait bien que le taux d'inflation qui est poursuivi par la Banque centrale européenne soit dans une certaine mesure le même taux d'inflation en fait des pays de l'UMOA, de 2%. Alors on sait très bien que Combet et Noupo ont fait une étude où ils ont fait une simulation en montrant que en fait le niveau optimal d'inflation en fait pour la zone UMOA se situerait à 8%. Donc on est largement au-dessus en fait. On est largement en deçà. Donc, certains pays ont des inflations de presque 8%, de 2% ou bien parfois même nulles. Bien vrai que je vais conclure là-dessus pour dire que bien vrai que ce soit une monnaie coupable,
elle va bénéficier quand même de certaines situations atténuantes. Parce que il ne faut pas penser qu'elle soit l'alpha et l'oméga du processus de développement et de croissance de l'Afrique. Les questions qui sont liées, relatives à la gouvernance, à la démocratie, à la productivité, à la compétitivité, sont des questions qui sont tout autant importantes et que si on les appelle à la barre, leurs défaillances feront qu'elles seront autant coupables que cette monnaie. Seulement, la culpabilité de cette monnaie est aussi accentuée par une chose, c'est la notion de la souveraineté et aussi de sa puissance symbolique. Et voilà, donc au nom de cette souveraineté aussi, de cette puissance symbolique, en fait, il serait intéressant de voir quelles sont les conséquences de cette condamnation et comment en réalité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je pense c'est largement, je ne vais pas dire largement, en tout cas de plus en plus, les débats convergent dans ce sens-là sur l'après-franc CFA. Est-ce qu'il faut aller vers une monnaie commune? Est-ce qu'en réalité, on ira vers des monnaies différentes pour chaque pays ou bien est-ce que chaque pays sortira sa propre monnaie? Le débat est ouvert et je pense que la contribution des différentes réflexions à la suite de ce procès sont attendues à ce niveau. Voilà, Madame Dia, j'espère avoir quand même été, je ne vais pas dire exhaustif, mais quand même avoir un peu donné quelques points de réflexion sur un tel sujet que l'on considère comme étant, la monnaie est considérée comme étant l'aristocratie de la science économique. Donc pour vous dire un peu sa complexité, mais aussi, je ne sais pas qui le disait, mais que la monnaie est une question qui est très importante et trop importante même pour la laisser aux seuls économistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ba, pour votre brillante présentation. Vraiment, merci. Je vais faire le résumé. Je vais essayer de faire le résumé de votre présentation. Pour commencer, vous nous avez rappelé le contexte historique de cette monnaie. Donc, en soulignant que cette monnaie franc CFA est une monnaie commune. Donc, de 14 pays, en quelque sorte, en 14 pays africains. L'UEMOA, qui est regroupé par 8 pays, et le CEMAC. Donc, 8 pays aussi. CEMAC, 7 pays. Donc, le tout fait 14 pays. Donc, au niveau de l'UEMOA, nous avons Banque centrale, BCEAO, et au niveau de CEMAC, nous avons BEAC, Banque des États d'Afrique centrale. Ensuite, vous nous avez rappelé aussi la dévaluation de cette monnaie-là. Au temps de colonie, si on avait un franc, comme les vaut, les DTS, monnaie FMI, Banque mondiale, droit de tirage spéciaux. Vous nous avez aussi rappelé l'accusé au niveau de cette UEMOA et CEMAC à travers la faible niveau d'échange intracommunautaire, faible niveau de compétitivité de l'export. Parce que le commerce intra-africain, je peux dire, a un niveau faible. Donc, autant on dirait, bon, 2%, 3% au niveau africain. Maintenant, on est à 16%. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle une inflation. La Banque centrale peut agir sur la demande lorsqu'il y a une politique qui fait sur la demande. Il y a aussi une politique sur l'offre. Ensuite, la Banque centrale fait aussi des politiques expansionnistes au crédit. Il y a aussi la relation entre, vous avez rappelé aussi la relation entre la balance des paiements et les actifs extérieurs. Donc, on peut avoir la monnaie qui est liée à une partie sur le marché de change ou marché de monétaire. Donc, une monnaie qui est liée à une parité flottante, c'est-à-dire une parité qui n'est pas fixe et qui est parfois désavantageuse pour les exportations où on peut avoir un prix
au matin et ça peut changer. La parité fixe aussi, vous l'avez rappelé, et vous avez dit aussi les crédits liés aux populations, qui est quand même significatif. Pour conclure, vous avez dit qu'il est coupable de complicité historique, dépendant des pays africains et extérieurs. Excavation, ça dit tourner vers l'extérieur. Gestion monétaire, tourner vers l'inflation. Au niveau des taux de convergence macroéconomique de l'UEMOA, quand même, on a fixé un taux de 3%. L'inflation ne doit pas, l'inflation annuelle qui dépasser 3%. Et vous avez aussi accusé de puissance symbolique. Monsieur Ba, pour résumer, si je ne me trompe pas, disait. Non, c'est ça, c'est parfait. C'est très bien, Madame Diatta. Merci beaucoup. Mademoiselle Binta. Donc, moi, ma contribution par rapport à Ibrahima, c'est Diatta, c'est Ibrahima. Exact. Merci. Donc, moi, ma contribution à votre présentation, et c'est bien. Vous avez rappelé le processus de cette monnaie qui était. Maintenant, par rapport à cela, il y a des commandes qui fonctionnent par rapport au franc CFA. D'abord, le franc CFA, c'est sur 4 piliers d'abord. Il y a ce qu'on appelle la fixité du taux de l'euro, le taux de change, la fixité du taux de change de l'euro avec l'euro. Auparavant, on l'appelle le franc CFA. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la garantie de la convertibilité illimitée du franc CFA. C'est-à-dire 1 euro est égal à 656 francs. Et c'est pluriconverti comme ça. C'est-à-dire la parité est fixe. Si on a 1 euro, on a 1 euro pour échanger ça, il nous faut 656 francs CFA. Il y a la centralisation des réserves de change, excusez-moi. Donc, je m'explique, la centralisation des réserves de change. C'est-à-dire que les pays de la zone franc CFA, ils disposent 50%. M. Boll a rappelé au niveau de son gouvernement, ils disposent 50% de leurs réserves de change. Donc, dans le trésor français, ce qui permet de garantir la convertibilité illimitée du franc CFA. Il y a aussi ce qu'on appelle la liberté de la circulation des capitaux à l'intérieur de la zone. Donc, par rapport à cela, M. Ba, ce que je veux ajouter, c'est la Banque centrale de CAO et la Banque des États Afrique centrale. Donc, ils ont une utilisation de monnaie légale. Donc, le franc CFA est une monnaie officielle dans les pays des zones franc CFA. Donc, ce qui est légalement accepté transactions commerciales, des balances, des taxes et salaires. Maintenant, comment on fait cette monnaie, M. Ba l'a rappelé. Moi, par exemple, la contribution qui me tenait vraiment au cœur, si vous avez remarqué, notre balance commerciale a toujours été difficile depuis des années. Et jusqu'à présent, c'est difficile. Pourquoi? On a une réserve qui est à hauteur de 50% au niveau des prix. Si on veut acheter avec les États-Unis, nous avons franc CFA, nous n'avons pas cette garantie. Donc, nous avons épuisé de nos réserves et acheté aux États-Unis pour pouvoir compenser. Donc, ça affaiblit et ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc, l'idée de cette monnaie, on peut le discuter, mais moi, je pense qu'il est temps quand même de penser à cette monnaie qui nous prend beaucoup d'argent, surtout au niveau de notre balance commerciale. Et ça nous appauvrit de plus en plus. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette présentation. Maintenant, la parole est à vous de la prendre au fil de table, vous levez la main et je vous donne la parole. M. Ba, c'est ça que je voulais ajouter et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dia. Voilà, si vous avez des suggestions, contributions ou questions, vous levez la main. Je vois M. Ndiaye. M. Ndiaye, je vous donne la parole. Ensuite, c'est au tour de Ibrahima Diatta. Donc, M. Ndiaye, vous avez la parole. Je pense que c'est plutôt M. Niass. Oui.
C'est Ignace Ollier, M. Ndiaye, apparemment. D'accord, Ignace. Voilà. Voilà, c'est M. Ignace Daoud Niass. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité de l'exposé du professeur, du docteur Mohamed Ba. Et je voudrais également saluer sa disponibilité. Il n'a pas hésité à admettre le conférence. Voilà. Donc, je voudrais juste revenir sur deux éléments qu'il a soulignés. C'est le principe de la transférabilité, mais également le principe de la fixité qui plombe en fait les économies africaines. S'agissant du premier principe, le principe de la transférabilité, moi je dis, essayez de, ça repose en fait sur des mensonges. Faites l'expérience, vous Africains, de transférer des capitaux étrangers depuis l'Europe. Vous allez avoir toutes les contraintes du monde, mais on se rend compte que donc pour les entreprises étrangères qui réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur le sol africain, parfois des chiffres d'affaires même supérieurs au PIB de certains pays, ils ont la latitude de transférer à volonté. Donc c'est un mécanisme qui repose sur des mensonges. Ça fonctionne dans un sens, mais dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. L'autre principe, il l'a souligné, c'est le principe de la parité fixe. Une euro du moins égale 655 francs. Et ça ne change jamais. C'est invariable. Presque dans le monde, toutes les monnaies fluctuent les uns par rapport aux autres, mais pour le franc CFA, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On nous fait comprendre que oui, c'est une bonne chose parce que ça permet de maîtriser l'inflation, comme disait le président de la République Alassane Ouattara. Ça nous permet de disposer d'une monnaie forte et d'importer moins cher. Mais sauf que quand on veut se développer, on n'a pas pour préoccupation d'avoir de l'argent pour acheter à l'extérieur, mais on a pour préoccupation de produire pour s'autosuffire et vendre le surplus si besoin est. Mais avec le fonctionnement de ce mécanisme, on s'habitue tout simplement, le professeur l'a dit tout à l'heure, on s'habitue à extraire et vendre les matières premières pour importer des biens de consommation. Et le paradoxe avec ce mécanisme, c'est que la France, les Européens nous disent que oui, cette fixité, c'est bien, mais en retour, eux-mêmes, ils se plaignent du fait que la Chine réalise des bénéfices énormes sur le continent, justement en ajustant sa monnaie au gré de sa situation économique. Donc, les Africains de la zone CFA n'ont pas ce pouvoir de déprécier la monnaie. Le CFA ne fluctue qu'en fonction de la situation économique des pays européens. Donc notre monnaie est en réalité tributaire de l'état de santé de l'économie européenne. Donc, si nous, Africains, nous avons énormément produit et que nous voulons être plus compétitifs, vendre plus sur le marché, ce n'est pas possible parce que le CFA ne s'intéresse pas à ce qui se fait sur le marché, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, est tributaire de l'économie européenne. L'autre chose également, il l'a souligné, c'est le fait que voilà, les deux zones ne s'échangent pas. Moi, je dis que le cloisonnement monétaire là, j'ai l'impression que c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les pays de la zone CFA commercent beaucoup plus avec la France. Donc, les ressources, les matières premières vont être dirigées vers la France plutôt que vers d'autres pays. Et paradoxalement, les défenseurs comment dis-je encore, ceux qui critiquent le franc CFA nous disent que oui, c'est un outil d'intégration. Mais comment le CFA peut être un outil d'intégration alors que la monnaie en cours en zone CEMAC et en zone UEMOA ne s'échangent pas? Donc ça, c'est un problème. Et je vais terminer par là. Je pense que le professeur l'a dit. Pratiquement tous les chefs d'État qui voulaient s'émanciper ont été liquidés. Et je dis que si le CFA vraiment n'arrangeait pas la France, mais pourquoi les leaders qui voulaient sortir étaient systématiquement éliminés? Donc il a parlé de Sylvanus Olympio, Modibo Keïta également en 1964 et en 2011, voilà, vous avez vu ce qui est arrivé au président Kadhafi. Donc c'est pourquoi je dis que voilà, c'est vraiment le moment de sortir du franc CFA. Merci beaucoup. Est très pertinent, M. Daoud Niass, votre contribution. Je donne la parole au professeur avant de revenir sur Ubu s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Vous avez la parole. Non, oui, je suis en phase avec M. Niass sur certaines questions. En fait, après maintenant,
je pense quand même qu'à l'heure actuelle, en fait, j'ai voulu quand même ne pas insister sur ces questions entre les dirigeants politiques, Kadhafi, Modibo, ou bien l'opération Persil en Guinée-Conakry, sous Sékou Touré, et tant d'autres, en fait. Voilà, bon, parce que voilà, ce sont des éléments qui peut-être appartiennent à l'histoire, mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est que, de toute évidence, pour moi, la question est-ce qu'on va sortir ou non, ce n'est pas une question qui se pose. Et comme je l'intitule, c'est une monnaie qui est condamnée. C'est la dernière monnaie dans la famille des monnaies coloniales, s'il faut l'appeler ainsi, et si tant est qu'il en ait existé une qui a eu sa forme, je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai rappelé son histoire, ne serait-ce que sur le rapport qu'il y avait entre les monnaies locales et les jetons coloniaux, parce que, comme je l'ai dit, il y a une sorte d'épistémicide. On considère parfois qu'en Afrique, certaines questions n'ont jamais été posées en Afrique, notamment les questions économiques. Il y a une certaine no man's land historique de l'économie en Afrique, en fait. Avant la colonisation, c'est comme si l'économie n'existait pas. Or, il y a eu des monnaies. Et je l'ai dit tout à l'heure, en fait. Si on revisite l'histoire de Tombouctou, avant même la question de l'étalon or au XXe siècle, la poudre d'or, en fait, faisait office de monnaie et parfois même faisait office d'étalon avec les autres pays, en fait. Et ça a été géré dans un pays africain. Voilà. Donc, le rapport, comment cette monnaie s'est positionnée avec les autres monnaies locales. Dans les colonies anglophones, la plupart des pays, comme en Inde, les Britanniques ont laissé quand même la monnaie qui était en cours circuler à un moment donné. Et puis, il y a eu un certain rapport parfois soit de complémentarité ou bien un rapport de segmentation des espaces où la monnaie devait avoir cours légal. Mais ce qui s'est passé dans les colonies françaises, derrière, il y a eu une certaine violence, en fait, coloniale par rapport à la disparition de cette monnaie. Et cette violence qu'il y a eu sur l'économie, en fait, a été portée aussi par les corps et la mémoire. Et ce qui a fait que donc il y a une certaine sorte de blanchiment de notre rapport avec la monnaie et qui fait quand même nous douter, parce que la plupart des gens qui doutent sur cette monnaie, la question c'est une question technique, c'est de dire est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut faire avec? Voilà. Donc je passe la parole aux autres et puis voilà, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et pour ajouter aussi ma contribution par rapport à M. Niasse, c'est vrai que auparavant, la France, par rapport à cette monnaie, c'est comme s'il faisait de telle sorte qu'on commerçait avec eux. Mais maintenant, c'est différent. Il y a une diversification des produits, non pas vers l'extérieur, mais au niveau africain. Ce n'est plus l'actualité, c'est vraiment l'évolution du commerce. Maintenant, je dirais que notre premier partenaire, c'est le Mali. On exporte beaucoup vers le Mali, au niveau africain et au niveau européen. Non pas la France, il y a d'autres pays quand même. Ça, peut-être auparavant. Mais maintenant, ça commence quand même à s'amener. Donc, je donne la parole à M. Diatta, si M. Niasse n'a pas quelque chose à ajouter par rapport à cela. Donc, M. Diatta, vous avez la parole. Voilà, merci, M. Diatta, vous avez la parole. Ensuite, c'est au tour de M. Colli. Merci beaucoup, Mademoiselle Dia, de m'avoir donné la parole. Je voudrais aussi remercier le docteur pour sa brillante, exposition qu'il vient effectivement de nous accorder tout à l'heure. Alors moi, je vais commencer là où M. Niasse a terminé. Bon, il a parlé un peu de la liquidation des anciens dirigeants révoltés contre le franc CFA. Alors, je voudrais demander, docteur, si vous me recevez, est-ce que cela donne tout simplement raison à l'économiste togolais que vous avez cité tout à l'heure, à l'occurrence Kako Napukpo, je crois que c'est bien ça le nom. Le nom est un peu compliqué, mais je pense que c'est bien ça, Kako Napukpo. Donc, il disait effectivement que dans son article que vous nous avez recommandé tout à l'heure, quand il parlait effectivement de la carte d'identité du franc CFA, il disait que la zone CFA est un arrangement monétaire entre les anciennes colonies francophones
et la France. Donc, je voudrais tout simplement dire, est-ce que ces propos que Niass a avancés tout à l'heure, à savoir effectivement la liquidation des anciens dirigeants révoltés contre le franc CFA, donne raison tout simplement à l'économiste togolais? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième chose, je vous ai entendu parler de l'économie sous-optimale. Donc, je voudrais savoir exactement, ça renvoie à quoi plus fondamentalement, en fait, une économie sous-optimale. Donc, c'est ma question, mademoiselle Dia. Merci beaucoup. Alors, merci. Je donne la parole au professeur Michel Ba. Excusez-moi. En fait, rapidement, pour la seconde question, quand je parle d'une économie sous-optimale, c'est une économie qui ne fonctionne pas en plein régime, en fait, si je peux l'expliquer ainsi. C'est-à-dire le niveau, c'est-à-dire si on prend le rapport entre ce que l'économie produit et ses facteurs et les facteurs de production qui sont utilisés pour cette production-là, on est dans une situation d'inefficience, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, en réalité, vous mettez du carburant dans votre voiture, vous pouvez rouler à 100, mais vous roulez à une vitesse quand même qui fait que le rapport qu'il y a entre la vitesse et la consommation de carburant est largement en deçà, en fait. Donc, avec 100, vous consommez 4 litres, par exemple, et là, vous roulez à 80 ou bien vous roulez à 30 et vous vous retrouvez à consommer, disons, 7 litres, en fait. C'est ça, en fait, en réalité. Donc, le rapport qu'il y a entre les combinaisons des facteurs de production et ce que l'on a, en fait, ce que l'on obtient. Donc, on est large, nos facteurs de production ne fonctionnent pas à plein régime. Donc, ce qu'on a en termes de production est largement en deçà de ce qu'on peut avoir si tout était efficace, en fait. C'est ça, en réalité, quand je parle de sous-optimalité, et c'est justement ce que j'ai montré avec, je pense que j'en ai parlé quand je parlais un peu de ce mésalignement, en fait, entre le franc CFA et l'économie réelle, en fait. Voilà. Merci, M. Ba. Et pour parler dans le même sillage que vous, comme tu l'as suivi, le marché ne parvient pas à exact. Aboutissant à un développé par Pareto. C'est un économiste qui est développé par Pareto. Je pense que mon micro a mis. Exactement. Oui, je vous reçois. C'est le côté microéconomique. Donc, je ne voulais pas aller dans ces détails-là. Mais c'est un peu ça l'idée, l'explication la plus, je veux dire, une explication simple, mais pas sans pour autant qu'elle soit simplifiée. La seconde question, c'est la zone. Nubupo dit que la zone CFA est un arrangement monétaire entre les anciennes colonies et la France. Quand il dit ça, effectivement, il revient un peu sur l'histoire de la construction de cette monnaie au lendemain donc, des indépendances, comment à un moment donné même cette monnaie change de nom tout en gardant un même acronyme, ça reste CFA, qui était le fonds des colonies françaises d'Afrique pour devenir communauté financière d'Afrique. Donc, mais communauté financière africaine, mais c'est toujours la même acronyme, on va toujours changer CFA, parler de CFA. Donc, effectivement, il y a cet arrangement aussi bien en matière donc, de l'existence de ce compte d'opération-là, en fait, mais aussi de cette question, donc, comme je l'ai dit, sur le rapport qu'il y a eu entre ces différents présidents et entre les différents présidents africains et les présidents français autour de cette question. Donc, il y a la monnaie est un fait social total, comme disent les sociologues. Mais en plus de ça, la monnaie, comme je ne vais pas dire comme la nôtre, ou bien comme le franc CFA, disons oui, comme la nôtre, pourquoi pas, est un actif géopolitique. Ça a servi
Et je pense que historiquement, je l'ai assez signifié, ça a servi et ça a énormément servi les intérêts de la France. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le cas. Ça ne sert plus à grand chose, je pense, pour la France. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est compte tenu de ce fait historique-là que je soutiens même tout à fait avec Nouveau dans son livre L'urgence africaine, que c'est une monnaie qui vit ses derniers jours. Voilà, sans pour autant être dans une sorte de divination ou bien dans une sorte de prophétie, mais en toute objectivité, je pense que si on s'inscrit dans la prospective et non pas de la prophétie, on peut très bien dire que c'est une monnaie qui vit ses derniers jours. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Ba. Donc, M. Diatta, je pense que vous êtes satisfait. Ou bien si vous avez Oui, je suis satisfait, c'est très clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous remercions aussi. Je donne la parole à M. Colli. M. Loun se prépare après ce tour. M. Colli, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. J'espère que vous me recevez. Hein? Oui, 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous de l'Association des étudiants en sciences politiques, pour l'organisation de ce panel qui porte sur un sujet d'actualité. Je remercie également et félicite le docteur Mohamed Ba pour la qualité de sa présentation et surtout pour cet exposé très riche. Donc moi, je vais poser 3 questions, peut-être faire également des contributions. Donc la première question, c'est relative aux menaces liées à la sortie de la zone CFA. Donc dans son exposé, le docteur a rappelé surtout certains pays qui avaient voulu quitter la zone CFA, mais qui avaient reçu des menaces de la France. Donc il a donné l'exemple du Togo, où même le président a été assassiné. Mais aussi il y a d'autres cas, par exemple si nous prenons le cas de la Guinée, on a vu que même si leur président n'a pas été assassiné, mais quand même, la France a utilisé d'autres méthodes pour saboter un peu leur démarche qui consistait à quitter la zone CFA. On se rappelle des billets, des faux billets qui ont été inondés en Guinée, dans le but quand même de saboter leur idée qui consistait à quitter la zone. On se rappelle également plus récemment le cas de la Côte d'Ivoire, ou même plus récemment avec, je crois, le Niger ou le Mali avec Assimi Goïta, où la France et certains pays complices de la zone franc CFA ont été obligés d'utiliser le CFA pour asphyxier financièrement ces pays en leur privant d'accès dans le marché, leur compte banque centrale, mais aussi au niveau du marché régional. Donc, il y a tous ces menaces qui sont là. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a dans la zone CFA qui nous concerne, notamment dans l'espace EMOA, il y a le Mali, le Burkina, le Niger, mais aussi le Sénégal avec l'arrivée de Diomaye Faye, où les présents de plus en plus montrent vraiment leur engagement à aller vers des réformes, voire même à quitter la zone CFA. Donc c'est pourquoi ma question est de savoir, est-ce que aujourd'hui, si la France n'est pas d'accord, sur quel levier la France pourrait quand même se fonder pour essayer de saboter? Donc, parce qu'il faut aussi que ces présents-là s'attendent à cela. Je sais que peut-être la France va aussi essayer de riposter. Donc, comme j'ai dit avec le cas de la Guinée, ils ont essayé d'injecter des faux billets dans l'économie pour saboter. Le Mali, on se rappelle, en 1967, quand ils ont voulu quitter, ils ont reçu beaucoup de pression qui a fait qu'en 1984, le Mali a été contraint de rejoindre encore la zone CFA. J'ai donné l'exemple de Gbagbo, il avait même du mal pour payer des salaires. Donc aujourd'hui, pour les pays-là qui veulent quitter la zone CFA, donc quelle sorte de menaces pourraient-ils s'attendre venant de la France pour les contraindre à rester dans la zone? Donc c'est la première question que je voudrais poser. L'autre question, c'est relative à la parité fixe avec l'euro. Il y a quelqu'un qui l'a dit, d'ailleurs le docteur l'a dit. Donc souvent quand on parle de l'avantage
de la parité fixe, souvent on raisonne en termes d'importation. Oui, nos importations sont compétitives, mais aussi je crois que cela nous empêche d'avoir ce qu'on appelle souvent en politique monétaire la dévaluation compétitive, qui permet à un pays, par exemple, de déprécier la valeur de sa monnaie pour rendre ses exportations plus compétitives. Donc aujourd'hui, avec cette parité fixe, nous, ce sera difficile d'utiliser ce levier-là, cet outil-là, pour rendre nos exportations beaucoup plus compétitives. Alors il y a quelqu'un qui l'a dit, l'objectif, ce n'est pas que à chaque fois qu'on soit compétitif en termes d'importation, mais aussi de matières premières. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc aussi à un moment donné, il faut que nous soyons en mesure de faire cultiver, faire bouger notre taux de change et tout ça. Mais avec la parité fixe, ce sera difficile. Donc là aussi, une question, comment aujourd'hui faire pour, comment on appelle, avoir des gains en termes d'évaluation compétitive et tout ça. Maintenant, la dernière question, c'est lié même à l'intitulé du sujet. Parce que quand on parle de monnaie condamnée, si nous prenons la classe des économistes, d'ailleurs, dans l'exposé, on a noté ça, hein, du côté des économistes, il n'y a pas un consensus. Il y a d'autres qui sont d'accord pour la continuité du franc CFA, ou bien qui appellent à la prudence. Je peux donner l'exemple du docteur Chebamba Diagne, que j'ai suivi récemment lors des émissions télévisées. Mais il y a aussi d'autres qui sont catégoriques et qui invitent les États à quitter définitivement, à tourner la page. Il a donné l'exemple de Ndongo Sambasila, les Kako. Il y a d'autres qui demandent vraiment à ce qu'on tourne la page. Il y a, par exemple, le docteur Samba Ndongo lui-même, il dit qu'il ne s'agit plus de réformer, mais il faut tourner complètement la page, de changer de monnaie. Donc, parmi les chefs d'État aussi, il n'y a pas de consensus. Il y a d'autres qui sont pour, comme j'ai dit, le cas du Mali aujourd'hui, avec les poutistes qui sont là, le cas du Sénégal. Il y a Bassirou Diomaye Faye qui a exprimé en tout cas son envie d'aller vers des réformes. Mais il y a d'autres présidents, par exemple, comme Ouattara, qui semble-t-il sont d'accord pour la continuité du franc CFA. Donc là aussi, il n'y a pas de consensus. Donc c'est pourquoi je voudrais savoir, quand on parle de franc CFA condamné, cette condamnation vient de qui? Est-ce qu'elle vient des économistes qui, comme je l'ai rappelé, ne sont pas consensuels sur cette question-là, ne sont pas tous d'accord sur la sortie du franc CFA, ou bien est-ce que cette condamnation vient des chefs d'État africains qui, comme je l'ai rappelé, eux aussi, ils n'ont pas de consensus encore sur cette question. Ils sont divisés, il y a d'autres qui sont d'accord, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Ou bien est-ce que cette condamnation vient de la part de cette jeunesse qui exprime de plus en plus son désir à voir disparaître la question, le franc CFA. Parce que cette jeunesse considère peut-être le CFA comme un vestige de la colonisation. Donc c'est pourquoi je voudrais savoir, quand on parle de condamnation, qui condamne la réalité de franc CFA? S'agit-il des intellectuels, notamment des économistes, ou bien des scientifiques de manière générale, ou s'agit-il des chefs d'État, ou s'agit-il de cette jeunesse, notamment la société civile, qui de plus en plus est critique vis-à-vis du franc CFA? Donc merci, c'était les quelques interrogations que j'avais voulu. Merci beaucoup. Merci, M. Colli. Donc, je rappelle, M. le journaliste, M. Ba, les trois questions. Première, c'est menace liée à la zone franc CFA. Deuxième question, comment faire pour avoir des gains en dévaluation compétitive? Et troisième question, qui condamne? Est-ce que la condamnation vient des économistes, des États ou de la jeunesse, en quelque sorte? C'est ça les trois questions que nos chers amis, M. Colli, viennent de poser. Je vous donne la parole, M. Ba. Je réponds rapidement pour la dernière question, en fait, qui est autant intéressante que hilarante quand même, mais quand même très intéressante. Qui condamne, je pense que je l'ai dit à l'emblée, en fait. Qui condamne, j'ai essayé de... Effectivement, j'ai fait un voile dans ma présentation, puisque en préparant cette présentation, comme je l'ai dit, j'ai voulu quand même, si vous l'avez remarqué, au début, faire une présentation beaucoup plus imagée, quand même, avec une image qui va coller avec un peu de titre. Donc, je voulais vraiment
Et je me suis rendu compte que c'est un exercice qui est quand même assez difficile, c'est pourquoi je n'ai pas continué, mais je vais continuer quand même là-dessus, à vraiment simuler un procès de cette monnaie. C'était ça l'idée. Et j'ai mis un voile sur, à un moment donné, c'était vraiment à dessein. À un moment donné, je me suis dit, mais qui sont les jurés ou bien qui sont les juges qui condamnent? En fait, en réalité, c'est pourquoi j'ai dit qui accuse. J'ai présenté un peu les défenses ou bien les témoins de la partie civile. J'ai présenté en fait un peu qui peut être le parquet, et si vous voyez très bien, j'ai un peu dans mon explication, c'est comme si le parquet est en réalité la société d'une certaine manière. Et puis, je pense que dans ce débat-là, je l'ai dit tantôt que la monnaie est quelque chose qui est très important et très crucial pour la laisser aux seuls économistes. C'est Jacques Rueff qui disait aussi que la monnaie, c'est le fondement du développement et de la liberté politique. Et Nouveau le reprend en disant très bien que c'est justement ces deux éléments qu'on n'a pas, le développement et la politique. Donc je pense que qui condamne dans une certaine mesure, si je peux me le permettre, c'est plus la communauté en fait africaine et non pas la communauté des sachants économistes qui, dans une certaine mesure, si on remonte même à l'histoire, ne sont pas d'accord sur les fonctions de la monnaie. D'accord? Donc, je ne pourrais pas l'assigner aux économistes. Tout ce que je peux dire, c'est que dans ce procès, il y a des économistes qui sont convoqués par le parquet pour témoigner à charge, et il y a d'autres économistes qui sont convoqués par la partie civile pour justement défendre cette monnaie. Mais la décision ultime, les jurés, c'est comme dans le système anglo-saxon, viennent de la société. Et ces jurés-là ont délibéré et il est coupable. Je ne sais pas si cette réponse moins orthodoxe, qui peut-être n'est pas celle que vous attendez pour un économiste chevronné comme vous, mais voilà, c'est peut-être celle que je trouve, parce qu'effectivement, je suis totalement d'accord avec vous, il y a débat, et le débat est loin d'être tranché. Et ce n'est pas pour rien que si vous avez suivi l'actualité, en fait, tout récemment, après les états généraux du franc CFA en 2019 qui ont été organisés, je pense, au Mali, nous propose à ce que les états généraux prochains en 2025 soient organisés au Sénégal. Je pense que le gouvernement actuel est tout à fait en phase et ce serait quelque chose, et que justement ces états généraux sur le franc CFA, dans ces états généraux, en tout cas en ce qui concerne le Mali, la question n'était plus en réalité de savoir en fait est-ce qu'on va rester ou non, ou bien ainsi de suite. La question c'est en fait de consigner dans ce qu'on appelle la déclaration de Bamako, et puis d'inciter la jeunesse du continent et des diasporas à s'impliquer de manière active dans la définition des alternatives crédibles. Et j'aime très bien cette notion, les alternatives crédibles au franc CFA, tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, et à dépasser ainsi en fait le stade de la critique de la monnaie qui ne passe plus. En fait, parce que je pense qu'à un moment donné, on a dépassé ce stade de la critique, et qu'aujourd'hui, en fait, il faut aller vers la définition de ces alternatives crédibles. Et ces alternatives crédibles peuvent être de plusieurs natures, en fait. Mokhtar Diouf, dans l'une de ses publications récentes en fait, suite à l'élection du président Bassirou Diomaye, en fait, revenait dans un de ses articles pour dire qu'en fait, et lui, il disait que la monnaie, ce sera un non franc CFA, c'est clair. Bon, un non franc CFA, et il va dans le sens où il faut quand même une monnaie commune. La question, c'est il faut aller vers une monnaie commune, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à faire en matière d'intégration africaine. Et cette monnaie commune, plutôt que de rester vers
une sorte de parité fixe, il faut aller vers une parité flottant contrôlée avec un panier de devises, et que ce panier de devises-là doit être composé des principales monnaies avec lesquelles les pays de la zone échangent. Donc, il va même jusqu'à proposer le yuan, le yuan chinois, le yen japonais, l'euro évidemment, le dollar, and so on, en fait. Donc, ce sont des propositions qui sont là et que justement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est d'aller vers cette proposition-là. Après, maintenant, par rapport à votre première question, je suis désolé, cher ami, je ne suis pas la France, je ne sais pas ce qu'elle va faire. L'opération Persil est une opération qui a été racontée avec la Guinée dans l'ouvrage de Jacques Arnaud, donc je pense. Après, bof, ce sont des recueils de témoignages. Après, voilà, on peut les prendre avec toutes les pincettes qu'il faut. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas, parce que le Maroc est sorti de la zone franc. Tunisie est sortie de la zone franc. Madagascar est sorti de la zone franc. Mauritanie est sortie de la zone franc. Donc, dans l'histoire aussi, il y a des pays qui sont sortis de l'Algérie est sortie de la zone franc. Il y a des pays qui sont sortis de la zone franc. Après, on peut se dire, oui, c'est beaucoup plus facile quand il s'agit des pays maghrébins ou bien dans un pays de l'extrême comme Madagascar. Alors, pourquoi c'est difficile pour les pays de l'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest ou bien de l'Afrique centrale? C'est une question. Mais il y a des pays qui sont sortis de la zone franc. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je pense que le dynamisme porté aussi bien par les mouvements sociaux, par de plus en plus les partis politiques, comme on le voit aussi bien au Sénégal, Côte d'Ivoire, mais aussi au Cameroun. De plus en plus, les politiques font de la monnaie une question, en fait, une question principale. Sans compter aussi la contribution des intellectuels sur cette question, qui fait jour, ou bien qui n'a même jamais manqué d'ailleurs. Ça, il faut le préciser. Les intellectuels africains n'ont jamais cessé de parler de la monnaie. Il faut lire les ouvrages de Samir Amin, qui a d'ailleurs travaillé avec un président nigérian, ou bien même avec, je pense, sur les réformes à proposer à Pompidou, ou bien même à Mokhtar Diouf, ainsi de suite. Donc, ça n'a jamais été une question absente, en fait, de l'actualité. Les propositions de Nobupo, de Kombé, de Nongo, ainsi de suite, de tant d'autres économistes, il y en a énormément, de Marcel Zebelinga. Énormément, en fait, d'intellectuels travaillent sur ces questions et de plus en plus, il y a une certaine convergence vers la décision. Et je pense pas quand même, je pense qu'on a dépassé l'époque où on pouvait prendre une décision et attendre les représailles d'un pays comme la France. Je le pense et je me permets quand même d'avoir cette naïveté-là. Voilà. Maintenant, je pense que votre seconde question, je ne l'ai plus, pour dire vrai. Oui, monsieur, votre seconde question, c'est comment faire pour avoir des gains d'évaluation compétitive? Ou bien vous avez répondu à ça? Oui, en fait, il y a justement ce que je vois Moustapha Sow, qui connaît très bien Kombé, propose comme les politiques monétaires non conventionnelles, en fait. Il faut aller vers il y a des éléments pour aller vers des politiques monétaires non conventionnelles. Mais justement parce qu'on est dans une situation où, ou bien même on est dans un contexte, ça je pense on le montre très bien dans nos éléments de macroéconomie de développement, nous sommes très bien dans des contextes où les théories et les modèles de la macroéconomie classique ne marchent pas, pour plusieurs raisons qui sont d'ordre structuraliste. Donc, il faut aller vers des politiques monétaires non conventionnelles. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là pour te permettre quand même à nous de poser la question. Merci, M. Colli. Je pense que vous êtes satisfait par rapport à les réponses que nous avons apportées à ces questions. Donc, si c'est le cas... Merci beaucoup, madame. Hein? C'est clair. Hein? Merci beaucoup. D'accord, nous vous remercions. Donc, à présent, je vais la parole à M. Loum. M. Loum, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Idia. Bonsoir. Merci également au docteur Ba de sa présentation, qui était vraiment très brillante. En fait, moi, je vais si vous me
si vous me le permettez, madame, de revenir un peu sur la dernière question que M. Kouli avait posée tout à l'heure. La question qui abordait un peu, en fait, les gens, ou bien les personnes, ou bien qui, en fait, a proclamé la condamnation du franc CFA. En fait, le professeur Dr Ba est revenu un peu sur ça, en mettant un peu, bien, en disant un peu que c'est, en fait, cette condamnation venait un peu de la communauté africaine, et non pas de la communauté scientifique ou bien des économistes. En tout cas, la plupart des accusations qui ont été avancées venaient de la communauté africaine. Et je crois que c'est là où, où ça pose problème, c'est là où le bas blesse. Parce que cette question du franc CFA, comme le disait l'autre, a été vraiment longtemps laissée aux activistes, comme le disait le professeur Sati Yandiaï lors du colloque de Lomé. Elle a été laissée longtemps aux activistes. Et cela a créé une sorte d'émotion de la part des populations ouest-africaines et même des populations de façon générale qui vivent dans les deux unions économiques et monétaires, à savoir la CEMAC et l'UEMOA. Écoutez votre présentation, docteur. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chefs d'accusation qui ont abouti à une conclusion, que le franc CFA est condamné. Mais moi, ma question est que je ne vais pas revenir sur les différents chefs d'accusation qui ont été émis, mais avoir ces chefs d'accusation-là, je dirais que ce sont des accusations qui sont légitimes. Qui sont légitimes dans la mesure où, depuis que le franc CFA a été mis en place, il n'y a pas, en fait, cette sensation de voir que la monnaie commune est dans cette logique, soit dans cette logique de développement de nos pays. Donc, c'est normal que les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est une bonne monnaie? Est-ce que c'est une monnaie qui, en fait, promeut la croissance, l'emploi, etc. Vous savez, il y a une théorie en économie qui avance l'idée selon laquelle l'union monétaire devrait contribuer ou bien encourager l'intensification au fait des échanges dans une zone, ce qui va au final booster la croissance et encourager l'emploi. Mais depuis que le franc CFA a été mis en place, ces effets ne se sentent pas, en tout cas au niveau de la population. Et c'est pour cela, cette monnaie a été largement accusée. Mais est-ce que, ma question est que, professeur, mais est-ce que c'est pour autant dire que le franc CFA doit être abandonné comme le soutiennent certains activistes, ou bien comme le soutient même la communauté ouest-africaine, ou bien la communauté des deux unions de façon générale? Moi, c'était ça ma première question et ma première préoccupation. Vous collez également à rappeler un peu cette divergence d'idées qui existait entre les économistes. Et moi, je suis du côté des économistes, je suis de l'avis des économistes qui pensent que cette question du franc CFA devrait faire l'objet d'un débat plus sérieux que d'un débat émotionnel. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, et ça se voit également, ça se ressent également à travers les débats, comme le présent débat qu'on est en train de faire actuellement, que c'est une question qui est plus émotionnelle que une question qui devait être beaucoup plus sérieuse que ça. Aujourd'hui, quand on parle du franc CFA, tout le monde pense à la colonisation. C'est vrai que le franc CFA, c'est un héritage colonial. Monsieur Loum,
Oui. Parfois, ça peut-être... Ça coupe. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. À un moment donné... C'est bon, en fait, à mon niveau. D'accord, c'est bon. De toute façon, je vais terminer par ça. Je disais tout simplement que le franc CFA aujourd'hui, c'est une monnaie, pose un débat plus émotionnel qu'un débat plus scientifique. Alors que ça devait être le second, c'est-à-dire un débat scientifique, où les gens qui sont spécialistes du domaine devraient se prononcer. Ça se fait, hein? Je vois des économistes que vous avez cités tout à l'heure, Kakou Nobukpo et autres, parler du franc CFA. D'autres également s'y intéressent. Mais ça devait être beaucoup plus scientifique, n'est-ce pas? Beaucoup plus sérieux que ce que l'on voit aujourd'hui. Quand on parle de la sortie du franc CFA, par exemple, parce que la monnaie a été condamnée, c'est le sujet aujourd'hui. Donc, s'il a été condamné, ça veut dire que les pays devront, au final, abandonner cette monnaie. Ce n'est pas une bonne monnaie. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait que la monnaie soit qualifiée de bonne ou bien de mauvaise? Qu'est-ce qui fait pour être dans ce débat-là que la monnaie a été condamnée? Il y a des charges, mais également il y a des décharges. Les charges ont été déjà évoquées par le conférencier. Je vais un peu aborder quelques décharges qui peuvent être invoquées. D'accord? La première décharge, moi je vais... Excusez-moi, il y a le micro de Daouda qui est activé. Si vous pouvez faire le micro de Daouda. Merci. Vous pouvez continuer, monsieur Lee. Une première décharge que je pourrais un peu évoquer ici, c'est le fait que, vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle des politiques, d'accord, des instruments de politique économique. Et la monnaie fait partie, je parle sous le contrôle de Dr Ba, la monnaie, ça fait partie de la famille des politiques structurelles, d'accord? Pas des politiques, si je ne me trompe pas, Dr Ba, des politiques structurelles. Donc, si vous parlez, par exemple, que la monnaie doit régler le problème de la croissance, des problèmes de chômage, même s'il existe un lien entre la monnaie ou bien les politiques monétaires, en particulier l'inflation et le chômage. Mais est-ce que la politique monétaire est par essence une politique structurelle? Ça, c'est une question que je vous pose. Ça permet un peu de poser les débats et un peu d'équilibrer les charges, n'est-ce pas, et les décharges qui peuvent être évoquées quand on parle de la crédibilité, bon, pas même de la crédibilité, mais de la mort du franc CFA, de la condamnation du franc CFA. Pour ne pas tirer en longueur, madame, je crois que je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, à dire par rapport à ce sujet qui est très, très, très pertinent. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Lou. Vos questions sont très pertinentes, monsieur le panéliste. J'espère que vous avez entendu les questions. Est-ce que la monnaie est une politique structurelle? Je pense que c'est la deuxième question. Oui. Deuxième question, monsieur Lou, vous pouvez me le rappeler, est-ce que le franc CFA doit être condamné? C'était ça, monsieur Lou? Le franc CFA est condamné d'après le sujet que vous, d'après la présentation de Dr Ba. Mais là, je voudrais savoir. Non, c'est sûr. Dire que c'est un peu dans la droite ligne de colis, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est pour autant dire que cette monnaie doit être abandonnée? Oui, je suis. Voilà, c'est ça. C'était ça. Je réponds à cette question. Voilà, je réponds à cette question, M. Lou. Je pense effectivement, dans mon propos, je n'ai pas mis l'accent sur les décharges, en fait. Mais si vous m'avez bien écouté, j'ai dit quand même, c'est une monnaie qui est coupable, mais elle bénéficie de situations atténuantes. Parce que
la situation de l'Afrique, l'économie africaine, là où elle en est, il faut vraiment être naïf pour l'attribuer entièrement et totalement à la monnaie. Ça, je pense même, en fait, dans l'histoire des faits économiques, il n'y a pas un événement pour un pays qu'on va attribuer de part en part à la monnaie. Elle est coupable, mais elle bénéficie de situations atténuantes. Il y a d'autres événements, les conditions politiques, on a parlé de la compétitivité et tant d'autres événements de la structure de l'économie qui sont en réalité, et je pense l'avoir exprimé dans ces termes-là, je le cite de mémoire en disant que ces événements-là, si on les appelait à la barre, en fait, peut-être le jury allait effectivement décider que ce sont des événements qui sont autant coupables, sinon plus même que la monnaie. Mais il se trouve, celle qui est inculpée ici, c'est la monnaie, c'est le franc CFA, et parlons-en. C'est ça l'idée. Maintenant, par rapport à votre... effectivement, quand vous dites que... Là, je l'ai dit très bien dans mon propos. En fait, j'ai dit très bien le contexte dans lequel, en fait, ce tribunal est convoqué. Et j'ai mis l'accent sur le fait qu'en réalité, que cette question-là n'a pas été une question, en fait, accaparée par les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux se sont accaparés de cette question il y a quelques années. Mais si vous lisez les écrits de Samir Amin, si vous lisez les écrits de Tandika, et là, ce sont des écrits qui datent de 70, 80. Déjà, il posait ces questions. Donc, il y a eu, en fait, Makhtar Diouf en faisait déjà une question à Dakar, à l'université de Dakar, avant je ne sais qui encore. Il y a eu des débats, en fait, au sein des économistes sur cette question. Il y a eu des gens qui ont affiché leur position comme Makhtar Diouf. En face, il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus mitigés, comme, comment s'appelle encore, l'économiste historien Amadi Ali. Rien que dans notre espace géographique au Sénégal, dans notre université, il y a eu ce débat-là. Donc, je ne suis pas d'accord quand vous dites que, en fait, c'est une question qui, à un moment donné, les économistes ne se sont pas basés sur ce que... Non, les économistes se sont, en fait, apaisantis sur cette question. Mais effectivement, le support dans lequel les économistes parlent n'est pas un support qui est destiné au grand public. C'est un support qui circule entre les économistes, mais entre les chercheurs qui s'intéressent à cette question. Donc, il y a eu ce débat-là au sein de l'économie. Et quand vous dites en réalité que les éléments que vous posez, les arguments en fait, que vous avancez, je suis désolé. La question sur l'incidence, en fait, quand par exemple, dans un de ces articles, Combé pose la question du rapport entre le taux directeur de la Banque centrale. Je ne voulais pas quand même que l'exposé, parce que c'était un exposé qui est ouvert au public. Je ne veux pas que ça tourne vers un débat strictement économiste. Donc, mais faisons la parenthèse. Quand il publiait un article sur la relation dans les années 2008-2010 entre le taux directeur des banques centrales BEAC et BCEAO et la croissance économique, et qui arrivait à la conclusion comme quoi il n'y a pas de relation mais la relation est faible, voire non significative entre le taux directeur de ces banques-là et la croissance économique, et qu'il essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas cette relation-là, et qu'il voit qu'il y a cette absence de relation-là qui est effectivement due à l'arrimage entre le franc CFA et l'euro. Je suis désolé, mon cher, c'est une question qui a été explorée, posée de façon scientifique. Il y a des faits stylisés, il y a des études empiriques qui montrent très bien la plupart des questions, ou bien des conséquences dont nous avons parlé sur l'absence de risque de change et la croissance, et ainsi de suite. Après, maintenant, je suis d'accord avec vous que la politique monétaire n'est pas l'unique instrument de la politique économique. D'accord. Nous sommes dans des zones où la politique budgétaire, on le sait très éminemment macroéconomiste, qui était censée être, qui est dans une certaine mesure, censée être contracyclique. Dans la zone, en fait, nous avons une politique, la politique budgétaire du moins, qui devait être contracyclique.
est une politique, c'est-à-dire normalement quand on est dans une situation en fait de contraction, en fait justement l'État doit venir avec ses instruments budgétaires afin de relancer l'activité. Et l'inverse. Mais ici, nous sommes dans une zone où on a une politique budgétaire procyclique. Et que cette question-là, en fait, de l'union monétaire, en fait, de l'union économique et monétaire, pose non seulement la question de la symétrie et de l'asymétrie, je pense que votre directeur de thèse le sait très bien, vous le savez très bien, entre la politique budgétaire et la politique monétaire dans cette zone et les difficultés que cela implique, qui fait qu'en réalité, l'instrument exactement de la politique budgétaire est difficilement mobilisable pour la politique économique, pour conduire une politique économique. L'instrument monétaire, non, je termine là-dessus. L'instrument monétaire, c'est la monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez bien, en fait, mon cher. L'inflation, c'est scientifique. L'inflation qui est dans cette zone est une inflation qui est d'origine non monétaire. Nous savons très bien quelles sont les conséquences, d'où vient cette inflation. Il y a un choc, nous l'avons vécu tout récemment. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je encore, l'invasion de la Russie en Ukraine qui conduit à une augmentation du prix du baril de pétrole pour que tout cela se ressente en termes de prix des biens sur le marché sénégalais. Nous le savons. La relation qu'il y a, la relation théorique entre monnaie, quantité de monnaie et inflation n'existe pas. La part monétaire de l'inflation est une part insignifiante. Ça, tous les macroéconomistes, je veux dire, même c'est devenu aujourd'hui des faits stylisés, acceptés. Donc, comment scientifiquement, quand on pose le débat en disant, mais qu'est-ce qui se passe? On a une zone, on a des banques centrales qui ont une politique monétaire axée sur la stabilité des prix. Donc, qui vont gérer leur instrument de la monnaie pour un objectif qui est en fait la stabilité des prix. Or, les faits nous montrent que cet objectif-là, cet instrument-là, n'est pas un instrument déterminant par rapport à cet objectif. Mon cher. Alors, pourquoi je ne comprends pas. Alors, on interroge derrière, comme on l'avait fait, on interroge derrière sur le pourquoi de cet objectif-là, sur le pourquoi de cette crispation-là par rapport à l'objectif de stabilité des prix. Et si vous dites, la réserve, si vous dites que la Banque centrale n'a qu'un objectif de stabilité des prix, oui, vous le dites parce que vous inscrivez dans la tradition de la BCEAO, qui s'inscrit dans la tradition de la Banque centrale européenne. Mais on sait très bien qu'il y a des banques centrales qui ont un objectif de croissance et que justement, parfois même ce qu'on a appelé la politique monétaire non conventionnelle, nous l'avons vu durant certains événements, que ce soit la pandémie, que ce soit durant la crise, en fait, la crise économique, la crise des subprimes de 2007-2008, les banques centrales, la Réserve fédérale en premier, adoptaient des politiques pour soutenir l'activité économique, soutenir la croissance. Donc, il y a ce qu'il y a dans les manuels, et je suis désolé, il y a en fait ce qu'il y a dans les faits. Et que justement, la science n'est pas une crispation de la connaissance des manuels, mais ceci, c'est une manière d'articuler la tension entre ce qu'il y a dans les manuels et ce qu'il y a dans les faits. Voilà. Merci beaucoup, M. Ba, pour les réponses apportées par rapport aux questions de M. Moi, je vais parler dans le même siège de sa deuxième question, qui est l'essence de l'instrument. Je pense que la monnaie est un instrument économique. Effectivement, elle est structurelle. Dans la mesure où un pays ou une région peut jouer sur le rôle que joue sa monnaie, donc pour réguler la régulation de la quantité de monnaie qui est en circulation, notamment le taux d'intérêt. Donc, ce qui a un impact direct sur la stabilité économique, le contrôle de l'inflation et la promotion de la croissance. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, M. Lou, par rapport aux préoccupations que vous avez exposées. Non, monsieur Lou ne sera pas satisfait, mais on va se revoir tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. M. Lou? Je le connais bien.
C'est le. Oui, ça va quoi, ça va. Non, prof, docteur et moi, on se connaît, d'accord? Je crois qu'il a parfaitement raison dans tout ce qu'il a dit. De toute façon, c'est un débat très intéressant et puis je crois que ça ne va pas s'arrêter ici et on aura l'occasion en tout cas après d'en parler. Voilà. D'accord. Donc, s'il y a d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains qui sont levées. Et vous, M. Diatta? Oui, moi, je n'ai pas de questions. Je pense que je vais juste rebondir dans le même sens que... C'est juste tirer dans le même sens que le docteur par rapport à la question de M. Lom. Parce que même moi, à un moment, j'ai même voulu l'interpeller par rapport à l'expression débat sentimental. Parce que je l'ai entendu parler que la question du franc CFA était laissée seulement aux activistes ou bien c'était un débat qui était seulement sentimental. Moi, je pense qu'une question de ce calibre-là, il faut qu'il y ait effectivement la participation de toutes les couches sociales. Les scientifiques doivent participer, la société civile doit contribuer, mais aussi les décideurs doivent contribuer également. Et c'est ce que je pense que sur cette question-là, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on a vu que la question du franc CFA, il y a la participation de toutes ces couches-là. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au sein des dirigeants, il y a pas un accord. Il y a des dirigeants qui sont pour le franc CFA, il y a d'autres qui sont contre. Et ce qui est normal. Il y a aussi du côté aussi des scientifiques, deux camps, le camp qui est pour et le camp qui est contre. Même la société civile, je pense que si on regarde bien, il y a certainement un camp aussi qui n'est pas forcément pour le changement de cette monnaie-là. Mais ce qu'on a constaté, la majorité est effectivement pour vraiment, comment dirais-je, si vous voulez, en tout cas, un changement de monnaie, soit, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, soit une monnaie commune, ou bien que chaque pays, en tout cas, ait sa propre monnaie. Je pense que c'est ça qui nous permettra peut-être même de se retrouver dans une économie qui nous permettra d'aller vers aussi le développement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, notamment la zone francophone, comme vous l'avez dit, les deux zones, à savoir la CEMAC et l'UEMOA, pardon, je pense que l'une des problématiques qui entrave aujourd'hui le développement de ces zones-là, il y a aussi la monnaie. Parce qu'il faut savoir que la monnaie est indispensable pour le développement d'un pays. Donc la monnaie fait partie, en tout cas, si vous voulez, des indicateurs, en tout cas, déterminants pour pouvoir aller vers le développement. Et aujourd'hui, puisque, comme l'a dit le docteur, on a su, à travers son intervention, et même à travers ce que nous avons lu dans les ouvrages, dans les manuels, comme l'a dit tout à l'heure, on a constaté qu'effectivement, que le franc CFA est arrimé à l'euro. Donc, avec cet arrimage-là, je pense qu'il sera très difficile pour nous, en tout cas, de se développer ou bien de sortir de certaines crises comme des crises économiques. Donc, bref, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement que ce qui se passe, moi, je pense que c'est bien logique que la question soit, en tout cas, prise à bras le corps par toutes les couches de ces deux zones-là, à savoir la zone UEMOA et la zone CEMAC. Donc, c'est normal que la société civile s'exprime, les décideurs s'expriment, mais aussi les scientifiques s'expriment. Et par rapport à la question des scientifiques, je pense que le Dr Ba l'a bien clarifié tout à l'heure. Donc, c'est ce que je voudrais juste apporter en guise de contribution à la question ou bien à la préoccupation de M. Lom. Maintenant, bon, comme il a dit, parce que moi je ne suis pas économiste, encore une fois, donc c'est deux économistes qui sont en train d'échanger tout à l'heure. Moi, en tant que politiste, c'est ce que j'ai à dire par rapport, en tout cas, à la question que le Dr Ba a posée. Merci beaucoup. Et vous, c'est très intéressant. Oui, juste si vous permettez, en fait, je ne suis pas de scientifique. Je pense dans mon propos, c'est ce que j'ai voulu vraiment essayer de montrer, qu'il ne faut pas que l'on pense que la monnaie est essentiellement économique. La monnaie est un fait social. D'abord, la monnaie, et les économistes le savent, quand on parle de monnaie fiduciaire, ça vient du fidus, la confiance. Ce qui fonde la monnaie, ce qui garantit la monnaie, en réalité, c'est un fait social, d'abord, premièrement. Et je pense que je l'ai expliqué, en fait. Et ça, on l'a très bien vu
dans tous les empires qui conquièrent quelque part, imposent leur religion, leur économie, mais aussi leur monnaie. Et c'est justement ce que la France a fait. Donc, il y a dans la monnaie quelque chose d'éminemment social, mais aussi, j'ai dit que la monnaie est éminemment, il y a une partie qui est politique dans la monnaie. Et cette partie politique ne se verra pas dans les équations macroéconomiques. Donc, ce que l'économiste capte de la monnaie, c'est une chose qu'il doit lire à travers ce que l'histoire en dit, ce que la sociologie en dit et ce que, en fait, la politique en dit. L'une des plus belles interventions que j'ai entendues au moment où la monnaie, où ce débat-là faisait vraiment rage dans les années 2018-2017, c'était l'intervention de Felwine Sarr qui disait que, en fait, même si, en fait, économiquement, le franc CFA peut avoir raison, symboliquement, il a tort. Et il faut arbitrer entre le symbolique et le scientifique économique. Qu'est-ce qui l'emporte? Voilà. Merci beaucoup, M. Ba. C'est très pertinent. Donc, je ne vois pas de main levée. Moi, j'ai une suggestion. Bon, je ne dirais pas, mais perspective par rapport à ce sujet pour s'ouvrir d'autres débats. Et après cela, je pense que je pourrais donner la parole à M. Ba pour conclure ces derniers mots. Donc, en termes de perspective, je dirais que moi, je vois que la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, qui regroupe 54 pays, mais 55, le tout c'est 55, mais 54 sont signés l'accord. Il n'y a qu'un seul pays africain qui n'a pas encore signé à cause de son niveau de stabilité, c'est Érythrée. C'est un pays africain, Érythrée. Donc, cette zone de libre-échange continentale, vraiment, je pense que moi, j'ai l'intime conviction que c'est la solution. Il y a tous les protocoles qui sont établis. Les phases, maintenant, ils sont en phase opérationnelle. Et récemment, ils ont fait ce qu'on appelle le commerce guidé avec l'essai de 8 pays. Donc, c'est devenu vraiment opérationnel avec une libéralisation de 90% des droits de douane. Ce qui veut dire que le Sénégal peut aller à Nigeria s'il y a des besoins en termes de produits à demande, de mangue ou d'arachide. Le Sénégal peut répondre sans payer de droits de douane et taxes. C'est la ZLECAf. Maintenant, qui dit commercer, dit la monnaie. Au niveau africain, nous avons différents pays où nous n'avons pas la même monnaie. Et je pense qu'ils ont réglé ça aussi au niveau de la ZLECAf. Il y a ce qu'on appelle Afrexim Bank. C'est une banque qui va financer. C'est-à-dire, moi, au Sénégal, si je veux vendre Ghana ou Afrique du Sud, donc c'est cette banque qui prend ma monnaie, convertit ça, donne ça au niveau, à la monnaie Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi, inversement, s'il veut faire la même chose. Et il y aura des réserves au niveau de cette banque où tous les prix peuvent commercer au niveau africain. Ce qui nous permet de développer le commerce intra-africain. Donc, il n'y a jamais dans l'histoire du monde un projet aussi grand que la ZLECAf. Même la Banque mondiale et les autres pays font des études qui démontrent ça. Le marché qui compose 1,2 milliard de consommateurs et 2500 milliards de PIB. Donc, c'est possible. Et vraiment, il y a une phase opérationnelle. Ils sont en train de faire le test. Le Sénégal va bientôt, c'est avec le commerce guidé, en termes de perspective. Voilà. C'est ce que je voulais apporter, M. Ba et Ibou. Je vous remercie. C'était vraiment un sujet très riche. J'ai beaucoup appris. Donc, je redonne la parole à M. Ba. Ensuite, à Ibrahima pour qu'on conclue. Merci beaucoup. Merci à tous donc, pour la présentation et les discussions. En fait, je pense c'est un sujet, en fait, comme la plupart des sujets de société auxquels les sciences sociales, qui sont par définition des sciences dont l'objet est infini et que le sujet, dont l'objet infini est soumis à l'examen d'un sujet qui finit. Donc, ces questions
et c'est ça peut-être le charme de ces sciences sociales et humaines, c'est qu'elles interrogent des questions qui les dépassent, des questions dont elles savent que le danger, c'est d'avoir l'unanimité, et que justement, l'unanimité est chimérique. Il n'y a pas d'unanimité, il n'y en aura pas. Des questions comme la monnaie, il y aura toujours des débats. Est-ce qu'il faut sortir ou bien il faut rester? C'est un débat. Est-ce qu'il faut un change fixe ou un change flottant? C'est un débat. Est-ce qu'il faut une parité avec une monnaie ou bien une parité avec un panier de monnaie? C'est un débat. Quand est-ce surévalué, quand est-ce dévalué? C'est un débat. Ou bien quand est-ce apprécié ou déprécié? Ce sera un débat. Il viendra même un débat sur où est-ce qu'il faut la fabriquer. En fait, je ne parle pas de où est-ce qu'il va l'émettre, mais où est-ce qu'il faut la fabriquer, ce sera un débat. Puisque la plupart des pays qui ont leur propre monnaie, il y a peu de pays qui fabriquent leur propre monnaie sur le territoire. Donc, et ça, c'est technologique, il y a des implications économiques, mais c'est technique, en fait. Donc, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous avez bien fait, vous avez bien embrayé, Madame Dia, avec la question du marché commun. Là aussi, je vous invite aussi à un livre de Carlos Lopez qui parle de l'Afrique et l'avenir du monde. Un livre, je pense, qui est sorti l'année dernière, l'Afrique et l'avenir, Carlos Lopez, Repenser le développement, un livre très intéressant, il pose cette question. Et même dans l'urgence africaine, nous peut-être adopter une démarche, une position qui va un peu à l'encontre de ce que vous avez dit. Lui, il parle du mythe du marché commun africain, le mythe du marché africain. Comment ce mythe-là a été créé et nourri par un discours néolibéral qui était en situation ou bien dans un contexte de saturation et qu'il fallait donc il y a tout un débat en fait sur ces questions-là et donc je finirai par là pour vous encourager dans ces initiatives et vous renouveler ma disponibilité à chaque fois qu'elle sera convoquée en fait parce que ce sont des initiatives qu'il faut encourager et qu'il faut appuyer autant que faire se peut. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Ibou, M. Diatta. Je pense qu'on a fait Merci beaucoup, Mademoiselle Dia. Je commencerai par vous remercier d'abord pour votre disponibilité et aussi la contribution, disons les contributions pertinentes que vous avez fait tout au long de cette conférence. Donc, après, remercier aussi Dr Ba pour sa disponibilité également, comme il l'a dit tout à l'heure. En tout cas, c'était très intéressant. Il y a eu de très bonnes discussions et aussi de très bonnes questions. Donc, pour cela, je pense que vous méritez en tout cas nos remerciements. Donc, la question, comme le disait même l'économiste togolais, Kako parlait en tout cas la question du franc CFA comme un débat refoulé. Parce que tout simplement, donc, depuis très longtemps, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, docteur, on parlait de cette question depuis 2017, bien avant 2017, même depuis les années 90 même, il y avait cette question. Donc, toujours elle revient, la question du franc CFA. Mais je pense que c'est intéressant pour que surtout nous qui sommes ici dans la couche de la jeunesse, que nous soyons en tout cas informés de certains, si vous voulez, de certains aspects de cette question-là. Et je pense qu'à travers votre communication, on a eu à apprendre beaucoup de choses relatives à la question du franc CFA. Donc pour cela, nous vous remercions vraiment et comme vous l'avez dit, très certainement, nous allons se retrouver pour en tout cas de nouvelles conférences qui pourront certainement s'inscrire dans le cadre de l'économie, encore une fois. Donc sur ce, nous remercions tous les participants également et on se dit à la prochaine. Encore une fois, je l'ai dit ici, la conférence est enregistrée et elle sera publiée sur la chaîne YouTube de l'association comme nous le faisons d'habitude. En tout cas, merci docteur et merci Mademoiselle Dia et passez une très bonne fin de soirée et une très bonne fin de week-end également. À la prochaine. Merci. Je remercie tout le monde. Merci. Voilà, c'est moi en personne qui a dit que c'est le téléphone.